Donc, Louis, je vous laisse la parole. Voilà, donc vous pouvez partager l'écran Oui, en principe. oui, oui. Merci beaucoup. Alors, attendez. J'autorise le partage. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui. Alors, attendez. Je vais le faire à partir de mon ordinateur. Tac. Et tac. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui, ça y Parfait. est. Impeccable. Très bien. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais me présenter très rapidement. Effectivement, je travaille dans le Centre sur la conduite responsable des entreprises, qui a été structuré il y a à peu près un an. C'est une partie de l'OCDE qui est en forte croissance depuis 5-6 ans. Donc, ça fait 6 ans que je travaille à l'OCDE. Quand je suis arrivé, on était 5 ou 6. On est désormais proche de la cinquantaine. Donc, ça témoigne vraiment d'un renforcement très significatif de ces tendances de manière générale. On est une cinquantaine, mais on ne travaille pas tous sur les questions des minerais. Je ne veux pas trop le centre, mais en gros, on a deux pôles de travail. Un qui consiste à animer les points de contact nationaux de l'OCDE. C'est quelque chose d'assez spécifique. Et le deuxième pôle qui travaille sur la mise en œuvre sectorielle des recommandations de l'OCDE sur le devoir de diligence. Moi, je travaille sur les chaînes d'approvisionnement en minerais, mais on a des programmes sectoriels sur les chaînes d'approvisionnement en textile, en produits agricoles, et un travail spécifique aussi sur le secteur financier. Donc, avant de rejoindre l'OCDE, je travaillais au ministère des Affaires étrangères à Paris sur des questions de gouvernance minière et de sécurisation d'approvisionnement en métaux stratégiques. Et j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard dans la présentation parce que ce sont deux thématiques qui commencent un tout petit peu à se croiser pour à mon avis, des bonnes raisons. Donc, je vais commencer rapidement par une présentation un peu succincte de l'OCDE, qui est une organisation qui date de 1961 avec maintenant 37 États membres. C'est à la base une organisation qui a été mise en place pour appuyer la mise en œuvre du plan Marshall en Europe. C'est un réseau qui compte à peu près 2500-3000 employés, quasiment tous implantés à Paris, ce qui crée certaines limites et contraintes dans notre travail. Et il a un certain nombre de caractéristiques. Il fonctionne évidemment à travers des comités intergouvernementaux, mais il accueille et il prend en compte des représentations institutionnelles du monde syndical, de la société civile et du secteur privé aussi, ce qui rend un peu nos travaux, ce qui les rend plus inclusifs, on va dire. Alors, je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. La raison pour laquelle l'OCDE travaille sur ces sujets-là, c'est que bien évidemment, si l'exploitation minière et le commerce de ressources minérales est absolument indispensable à la société de manière générale et dans un certain nombre de pays a pu soutenir le développement économique et social des pays en producteurs, on sait tous très bien que cette exploitation minière est aussi s'accompagne d'importants effets négatifs, parmi lesquels on pense assez rapidement aux violations des droits de l'homme, aux conflits financiers, au blanchiment de capitaux, au financement de terrorisme, corruption, beaucoup de la corruption, et évidemment le financement des groupes armés, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. C'est évidemment quelque chose qui a été mis assez en exergue à l'époque du processus de Kimberley avec les diamants au tournant des années 2000. Mais ça s'est rapidement étendu. En fait, l'analyse et les études se sont rapidement étendues à travers les continents et à travers les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est pour nous effectivement un problème un sujet plutôt qui est mondial, qui ne touche pas du tout que l'Afrique. On retrouve ces problématiques en Asie, en Amérique latine, et on a l'habitude de dire même en Europe, puisque sur les confins orientaux de l'Europe, en Ukraine, l'exploitation des ressources minérales et minières participe aussi dans une certaine mesure au financement des conflits. Donc c'est vraiment un problème un sujet qui est mondial. L'autre point sur lequel on insiste fréquemment, c'est un sujet qui impacte toutes, je pense, les chaînes d'approvisionnement en ressources minières, dans des mesures différentes. Alors, il y en a qui sont très populaires, très médiatiques plutôt, les ressources en métaux précieux, en pierres précieuses, mais nos études et nos recherches tendent à démontrer que
Ce sont des problématiques qui impactent toutes les chaînes d'approvisionnement. Et ce n'est pas très étonnant puisqu'il s'agit d'une source de financement importante dans les pays de production. Donc, par définition, ça a tendance à attirer les intérêts criminels ou les groupes armés de manière assez générale. Et ce sont des risques qui, évidemment, ne concernent pas que l'activité minière artisanale. Ça concerne une partie importante de notre travail. Mais ces dernières années, on a eu tendance à beaucoup rééquilibrer notre approche pour mettre un peu plus en lumière les risques liés à l'exploitation minière industrielle. Donc évidemment l'évasion fiscale et la corruption, mais aussi notamment les violations des droits de l'homme par l'utilisation abusive de la force par les groupes de sécurité privés ou publics. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe de plus en plus. Il y avait un petit exemple sur la droite là, de ce que peut représenter en valeur financière l'exploitation d'or artisanal. Alors pour le coup au Sahel, je ne vais pas m'appesantir parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai prévu un petit dégagement sur l'or au Sahel. Alors le guide de l'OCDE, qu'est-ce que c'est? Donc je le disais, notre travail s'inscrit dans l'histoire des conflits, notamment de la région des Grands Lacs. Au début des années 2000, vers 2005-2008, les groupes d'experts des Nations Unies sur la RDC et la République démocratique du Congo ont mis en exergue le lien entre l'exploitation notamment de l'or, l'étain, le tantal et le tungstène et le financement des groupes armés. Et à cette époque, une organisation régionale qui regroupe 12 pays dans la région des Grands Lacs, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, a sollicité l'OCDE pour lui demander le développement, en tout cas son assistance dans le développement d'un ensemble de recommandations destinées au secteur privé. La logique était que forcément les ressources qui sont extraites dans la région des Grands Lacs finissent nécessairement dans les chaînes d'approvisionnement internationales et se retrouvent dans les produits de consommation qui sont consommés un peu partout dans le monde, et surtout à l'époque dans les pays OCDE. Maintenant, 15-20 ans plus tard, la dynamique a un peu changé, mais bon, les pays OCDE continuent de représenter une part importante de ce marché de consommation. Donc entre 2009 et 2011, l'OCDE a animé et piloté un processus de négociation multipartite avec des États membres de l'OCDE et des États extérieurs à l'OCDE, donc les États africains de la région des Grands Lacs, de mémoire, le Brésil, la Malaisie et l'Afrique du Sud également participaient, le secteur privé et la société civile internationale. Et en 2011, ce standard a été adopté par le Conseil de l'OCDE. Et ce standard, son objectif est double. Il y a un objectif, on va dire, vraiment technique, qui est de permettre aux entreprises de comprendre comment elles peuvent cartographier leur chaîne d'approvisionnement, conduire des analyses de risques et prendre des actions d'atténuation de ces risques quand ils sont identifiés, pour s'assurer qu'à travers leurs approvisionnements, ils ne sont pas connectés aux risques de financement de conflits, de violation des droits de l'homme, etc. L'objectif un peu plus, on va dire, philosophique, l'approche du guide, c'est vraiment de soutenir et de favoriser les investissements dits responsables dans la production et le commerce des ressources minières dans les pays en conflit ou à haut risque, comme on les appelle nous-mêmes, qui est une terminologie qui peut être assez vaste, puisqu'une zone à haut risque, puisqu'on ne parle pas que de pays, mais de zones. Une zone à haut risque, c'est grosso modo une zone où la gouvernance au sens large est faible, et par conséquent, les possibilités offertes au groupe de commettre des violations des droits de l'homme sont plus importantes. Donc voilà, on a ce double objectif, un qui est très technique, sur lequel je vais revenir en longueur, mais l'objectif principal, et c'est ce qui nous anime vraiment la plus grande partie du temps dans nos conversations avec le secteur privé, c'est bien de convaincre le secteur privé de rester engagé dans les zones à conflit et à haut risque quand c'est possible, parce que le secteur extractif il constitue un des seuls exemples et possibilités de développement économique, mais tout en restant engagé, d'apporter des solutions concrètes permettant d'atténuer les risques identifiés. Alors évidemment, tout ça est extrêmement compliqué, mais au fur et à mesure des années, on a quand même constaté des développements intéressants. Alors la méthode et le champ d'application, j'essaierai de ne pas être trop technique, mais bon, c'est quand même un standard qui vise grosso modo à permettre aux entreprises de développer des systèmes de gestion d'information. Donc il concerne toutes les compagnies au long de la chaîne d'approvisionnement, toutes les entreprises le long de la chaîne d'approvisionnement,
sont censés ou invités à mettre en œuvre les recommandations du standard de l'OCDE, donc de la coopérative minière formalisée à la très grande société d'électronique implantée aux États-Unis. Ça concerne aussi toutes les chaînes d'approvisionnement en minerais, pas simplement ceux qui sont devenus un peu plus connus, donc je le disais, l'or, l'étain, le tantal et le tungstène. Et c'est une approche mondiale qui est applicable à l'ensemble des zones de production. Donc on n'a pas de limitation géographique, on ne cible pas en particulier, comme c'est le cas de la réglementation américaine à l'heure actuelle, la région des Grands Lacs et les pays limitrophes. On demande bien aux entreprises d'établir la cartographie de leurs approvisionnements, d'où que ceux-ci puissent provenir. Alors, l'avantage de ce système, c'est que évidemment, ça offre un ensemble unique d'attentes qui est commun pour l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. La méthodologie est la même. Et j'y reviendrai, il y a des attentes spécifiques en fonction du positionnement de l'entreprise le long de la chaîne d'approvisionnement, mais l'approche logique, on va dire, le cadre logique est le même. C'est aussi une approche qu'on qualifie de progressive, dans la mesure où il repose bien évidemment sur la collecte d'informations et l'analyse d'informations, dans des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être très longues et très complexes, et par conséquent, tout ceci prend beaucoup de temps. Et au-delà de la collecte d'informations et de l'analyse de risques, ce qui peut prendre encore plus de temps, c'est l'atténuation de ces risques. Donc, on n'est pas à la recherche de la perfection, on n'est pas à la recherche de chaînes d'approvisionnement nec plus ultra, parce que malheureusement, ça n'existe pas. On est au contraire à la recherche d'une approche honnête et ouverte, axée sur l'identification des risques dans les chaînes d'approvisionnement et le développement de solutions concrètes qui permettent de les atténuer. Basé sur la bonne foi, ça veut dire qu'il y a parfois des obstacles qui ne sont pas nécessairement surmontables, notamment dans la phase de collecte d'informations. Quand un donneur d'ordre essaie d'obtenir des informations de son fournisseur de rang 5, parfois, c'est tout simplement pas possible, parce que le fournisseur de rang 5 ne va pas répondre et ne va pas partager cette information. Et on attend à ce moment-là de l'entreprise qu'elle démontre sa bonne foi. Et ça a une véritable signification, c'est pour ça qu'on insiste particulièrement sur les efforts de publication des informations par les entreprises, relatives aux efforts qu'elles ont déployés pour mettre en œuvre notre standard. Et les efforts raisonnables, c'est assez évident également, mais je prends souvent cet exemple, on ne va pas demander à une PME française de consacrer 50% de son chiffre d'affaires à la mise en œuvre du devoir de diligence. Et il faut évidemment qu'il y ait des efforts de bonne foi, mais comme je le disais, ces efforts peuvent rencontrer certaines limites, et on ne va pas demander à une entreprise de faire l'impossible pour remplir les attentes du standard de l'OCDE. Alors, des mesures complémentaires et pratiques, ce qu'on veut dire par là, c'est que, comme je vais l'expliquer un petit peu après, vous allez voir, il y a une forme de division du travail qui est orchestrée dans la mise en œuvre du standard, avec des attentes qui sont un tout petit peu différenciées en fonction du positionnement de l'entreprise, en fonction de son appartenance, on va dire, à l'amont de la chaîne d'approvisionnement au sens large ou à l'aval. Et cette division du travail rend la réalisation et la mise en œuvre du devoir de diligence un peu plus réaliste, même si elle demeure excessivement complexe dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'on entend par de devoir de diligence? C'est une terminologie qui est essentiellement dérivée du secteur financier. La mise en œuvre du devoir de diligence, c'est essentiellement quand on est dans des opérations de fusion-acquisition, par exemple, où des équipes se mettent en place pour aller inspecter les comptes de l'entreprise qui va être rachetée. En gros, l'objectif, c'est, comme je disais, de collecter de l'information et de pouvoir être en capacité de prendre des décisions les plus informées possibles sur la base d'une recherche un peu exhaustive de risques. Ce qui nous intéresse encore une fois, c'est que les entreprises prennent conscience des impacts négatifs auxquels leurs chaînes d'approvisionnement peuvent être associées et sur la base de cette prise de conscience, essayent de mettre en place des actions d'atténuation. Un point important que vous allez voir en bas là et sur lequel on pourra revenir, c'est que les recommandations du guide peuvent être appliquées dans le cadre de programmes mis en œuvre à l'initiative de l'industrie et surtout dans une approche collective. Si la responsabilité finale de la mise en œuvre du devoir de diligence est individuelle et est du ressort de l'entreprise, certaines des activités qui permettent de mettre en œuvre ce devoir de diligence peuvent être mises en commun.
Alors ça, c'est le cadre en 5 étapes dont je vous parlais. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est en fait tout à fait logique. La première chose qu'on demande aux entreprises, c'est de mettre en place des systèmes de gestion. Donc l'adoption d'une politique au niveau de la société, des systèmes internes de remontée de l'information, de contrôle, des activités de sensibilisation des fournisseurs, éventuellement la contractualisation des attentes liées à l'approvisionnement responsable, des mécanismes internes et externes de traitement des plaintes, et évidemment la collecte d'informations sur les différents éléments de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif, encore une fois, c'est que sur la base de ces systèmes d'information et de ces collectes d'informations, l'entreprise puisse être en capacité d'identifier et d'évaluer les risques liés à sa propre chaîne d'approvisionnement. Donc, une connaissance poussée des acteurs, une collecte d'informations sur les comportements et la conduite de ces acteurs pour pouvoir éventuellement identifier les risques qui sont mentionnés ici. Donc, les atteintes graves aux droits de l'homme, les soutiens directs ou indirects aux groupes armés non étatiques et sécurité publique et privée, corruption, fausse déclaration d'origine des minerais, blanchiment d'argent, défaut de paiement des taxes, droits et redevances liés au gouvernement. Alors j'en profite tout de suite pour anticiper une question qu'on reçoit souvent. Non, les risques environnementaux ne sont pas listés ici. La raison en est assez simple, c'est que ce standard en fait est un sous-produit des principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, qui sont un ensemble de principes éthiques que les gouvernements de l'OCDE adressent à leurs entreprises et qui couvrent beaucoup plus de chapitres que ça. Donc, dans ces principes directeurs, il y a un chapitre sur les droits des travailleurs, par exemple, les droits des consommateurs, sur l'environnement. Le standard dont je vous parle aujourd'hui, il a été développé en fait pour aider les entreprises à prioriser leur analyse de risque, en leur disant tentez d'identifier tout d'abord ces risques-là. Et de manière implicite, on leur dit donc, si vous n'avez pas identifié ces risques-là, il vous faut ensuite procéder à une analyse de risque pour identifier les risques de nature environnementale, ceux qui sont liés à l'atteinte aux droits des travailleurs, etc., etc. Donc, ça n'est pas exclusif. Ce standard, c'est un outil d'aide à la priorisation de l'analyse de risque. Ceci dit, comme je vous le disais, on a beaucoup de commentaires sur la nécessaire extension de notre travail aux risques environnementaux et le gouvernement allemand a décidé de financer notre centre pour développer un travail spécifique sur ce sujet-là, donc sur l'identification des risques environnementaux dans les chaînes d'approvisionnement. On est évidemment bien conscient du fait que la ligne et la distinction entre droits environnementaux et droits de l'homme est fine. Évidemment que la violation des droits environnementaux peut directement porter atteinte aux droits de l'homme dans un certain nombre de cas de figure. Donc ce nexus, on l'a bien intégré, mais encore une fois, la focalisation de notre standard sur les risques que vous voyez ici, il répond à une double cause historique, encore une fois, parce que ça émane d'une situation spécifique dans la région des Grands Lacs, et aussi c'est un outil de priorisation à l'intention des entreprises. Donc une fois que les entreprises ont potentiellement identifié des risques, une des valeurs ajoutées de notre standard, c'est qu'on offre des recommandations sur la manière dont ces risques peuvent être gérés par les entreprises. Et vous verrez que, comme ça me ramène à mon point d'introduction, qui est de dire que le standard est là pour aider les entreprises à rester engagées dans des zones compliquées, c'est que les recommandations que nous leur adressons, quand elles identifient ces risques, dans la majorité des cas, l'OCDE leur recommande de rester engagés dans la zone, mais en mettant en place un plan d'atténuation des risques, un plan de correction, on va dire, des risques. Il n'y a que 2 cas de figure dans lesquels notre standard recommande aux entreprises de suspendre leur engagement. C'est les atteintes graves aux droits de l'homme et le soutien direct ou indirect aux groupes armés non étatiques. Alors, je pourrais rentrer dans le détail et expliquer pourquoi on est arrivé à cette conclusion, mais voilà, il y a ces deux types de scénarios et de comportements et de réactions possibles. À noter que dans les atteintes graves aux droits de l'homme, vous verrez qu'on mentionne les pires formes de travail des enfants et pas toutes les formes de travail des enfants. Et dans le contexte de la pratique de l'artisanat, c'est une distinction qui a son importance, évidemment. Encore une fois, on est bien conscient que le recours au travail des enfants, dans la plupart des cas, c'est une question de survie.
Et par conséquent, on essaye à travers ce standard d'adopter une approche un peu nuancée qui ne vise pas à condamner automatiquement tous les sites de production où les enfants peuvent être impliqués, mais d'essayer d'avoir une approche un peu plus nuancée. C'est un des points, très objectivement, les plus complexes de notre travail. Le quatrième point, en fait, est assez spécifique et c'est aussi une des caractéristiques de notre standard, c'est que nous recommandons la réalisation d'un audit indépendant par une tierce partie à un endroit spécifique de la chaîne d'approvisionnement. Et pourquoi un seul endroit? Parce qu'on n'a pas considéré que la multiplication des audits était de nature à renforcer l'intégrité des chaînes d'approvisionnement. Il vaut mieux avoir un audit bien ciblé. Et ça fait partie des complexités de notre travail d'identifier, avec le soutien du secteur privé, le meilleur point de contrôle des chaînes d'approvisionnement. Pour certaines d'entre elles, c'est assez simple, donc notamment celle des métaux précieux et d'un certain nombre de métaux de base. En général, c'est l'étape d'affinage ou de fonderie. Pour deux raisons, parce que c'est l'endroit dans la chaîne d'approvisionnement où il y a encore la visibilité maximale sur l'origine de l'extraction. Une fois que tout est fondu, ça devient plus compliqué. Et c'est aussi un des endroits de la chaîne d'approvisionnement où il y a le moins d'opérateurs économiques. Par conséquent, c'est plus facile de réaliser des audits à ce point-là de la chaîne d'approvisionnement. Et le dernier point sur lequel j'avais déjà insisté, c'est l'obligation de rendre compte de l'exercice du devoir de vigilance. Parce qu'évidemment, toute cette approche repose, comme je le disais, sur une mise en œuvre de bonne foi. Et la bonne foi, la bonne manière de démontrer la bonne foi, c'est d'être transparent sur ses efforts. Alors, on a évidemment encore beaucoup de problèmes et des difficultés sur ce point-là. Notamment, on demande aux entreprises de communiquer des informations sur les risques qu'elles ont identifiés dans leur chaîne d'approvisionnement. Et pour des raisons d'ordre légal, c'est encore souvent très difficile. C'est-à-dire que les juristes des entreprises avec lesquelles on travaille rechignent très souvent à autoriser à leurs collègues de mentionner, de parler des risques qu'ils ont pu identifier dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est le cadre en 5 étapes qui est commun à toutes les entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. C'est un petit schéma un peu général sur la mise en œuvre dans le secteur, par exemple, de l'or. Vous voyez, on divise la chaîne d'approvisionnement entre l'amont et l'aval. L'audit par la tierce partie indépendante qui doit avoir lieu au niveau de l'affineur, qui est considéré dans notre approche comme un élément de l'amont. Et si vous regardez le guide de l'OCDE, qui est assez long, vous verrez qu'il y a des recommandations spécifiques attachées pour chacune des 5 étapes, à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, je reviens sur l'importance de ce partage de la tâche entre l'amont et l'aval. Et en gros, c'est beaucoup plus élaboré que ça, mais ce que ça donne, c'est qu'on va demander aux compagnies en amont, jusqu'à l'étape d'affinage, d'être capable d'établir une traçabilité, une chaîne de documentation jusqu'à la mine d'origine quand il y a des suspicions d'existence de risques et d'approvisionnement en provenance de zones conflictuelles. Pour les sociétés qui sont en aval, ce qu'on va leur demander, donc après l'étape d'affinage, c'est d'identifier les affineurs dans leur chaîne d'approvisionnement et de s'assurer que ces affineurs mettent en œuvre, grosso modo, le standard de l'OCDE. Donc, je pourrais revenir en détail sur comment on peut faire ça, mais c'est comme ça qu'on a cette répartition de la tâche. La raison principale, c'est que de demander à une société comme Boeing, par exemple, de comprendre d'où vient l'ensemble des minerais qu'ils ont utilisés, c'est pas nécessairement irréalisable, mais ça serait absolument faramineux en termes de coût de mise en œuvre et pas nécessairement utile. Tout simplement parce qu'il y a l'existence de ce point de contrôle au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Alors, juste un petit point sur le soutien politique que notre initiative a reçu depuis une dizaine d'années. Donc, bon, le G8 et le G7 ont très largement... je crois qu'il y a du bruit en fond quelque part là. Merci. Très largement soutenu cette initiative. C'est aussi un standard qui a été reconnu dans le cadre de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sous chapitre 7, donc comme un élément pouvant contribuer à la stabilité et au processus de consolidation de la paix dans le contexte de la RDC, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine,
et dans une mesure un peu différente au Soudan et au Sud-Soudan également. Point très important, le standard a été endossé ou reconnu par l'ensemble des chefs d'État de la CIRGL, donc cette organisation régionale, donc c'est 12 États. La RDC, ça va de l'Angola jusqu'au Soudan. Et je vais y revenir un peu plus tard, mais surtout, c'est un standard qui maintenant fait partie du corpus législatif et réglementaire aux États-Unis, en RDC, au Rwanda et bientôt en Ouganda, et aussi surtout dans le cadre de l'Union européenne. Donc la société civile a évidemment été très largement présente dès l'origine du processus, donc on a toujours un large soutien de la société civile. Mais l'industrie a très vite pris en compte ce standard et on a rendu obligatoire les recommandations pour les membres de leurs associations. Évidemment, à la base, le standard de l'OCDE, c'est un standard volontaire, donc les gouvernements qui y adhèrent invitent leurs entreprises à en respecter les recommandations. Mais les associations professionnelles et industrielles et un certain nombre de bourses, comme je le disais, on a maintenant rendu l'obligation de mettre en œuvre ces recommandations est devenue assez largement partagée. Notamment par le LVMA, donc c'est l'association faîtière qui établit les standards internationaux de commerce de l'or affiné, qui représente à peu près 80 à 90% de l'or affiné mondialement tous les ans. Mais récemment, et c'est un point très important pour le futur, la Bourse des métaux de Londres, qui est une des principales bourses d'échange de métaux au monde, a rendu l'observation de nos recommandations obligatoire pour tous les métaux qui sont négociés sur le LME. Ça veut dire l'aluminium, ça veut dire le nickel, le cuivre, le cobalt, et j'en oublie quelques-uns. Donc ça, pour nous, c'est vraiment des points essentiels. Et j'y faisais référence, un certain nombre d'États ont rendu aussi obligatoire la mise en œuvre de nos recommandations, notamment l'Union européenne, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, mais c'est une carte qu'il faudrait qu'on mette à jour. Les pays dans lesquels, d'une manière ou d'une autre, le standard de l'OCDE est pris en compte, soit de manière volontaire, ça c'est plutôt le bleu, soit de manière contraignante. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas à jour, parce que l'Union européenne, maintenant, c'est fortement contraignant. Comme notre travail au secrétariat de l'OCDE, c'est d'appuyer la mise en œuvre de ces recommandations, on travaille tout au long de la chaîne d'approvisionnement, donc on a un programme de mise en œuvre en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Colombie. On travaille aussi beaucoup avec l'Inde maintenant, qui n'est pas un pays de production, mais un pays de consommation, et avec la Chine et évidemment avec les pays membres de l'OCDE. Donc le gros point d'accélération ces dernières années, c'est la décision de l'Union européenne de rendre obligatoire notre standard. Donc depuis le 1er janvier 2021, la mise en œuvre du standard de l'OCDE est obligatoire pour les importateurs européens d'or, d'étain, de tantal et de tungstène, avec un certain nombre de conditions que je pourrais détailler un peu plus tard. Mais c'est vraiment un règlement qui est très largement aligné sur le guide de l'OCDE, qui s'appuie sur un contrôle annuel qui sera réalisé par les autorités nationales compétentes des États membres, qui est accompagné d'un certain nombre de mesures de soutien aux pays producteurs aussi. Donc ça a été un processus extrêmement intéressant, très instructif, qui reconnaît une place assez unique à l'OCDE et c'est une première en fait dans l'histoire de l'OCDE que l'Union européenne intègre totalement un standard de l'OCDE dans son corpus réglementaire. Alors l'Union européenne ne s'est pas arrêtée là parce qu'en décembre 2020, la Commission a proposé un projet de règlement sur les minerais de batterie qui étend la mise en œuvre, les obligations de mise en œuvre du standard de l'OCDE à 4 nouvelles ressources, donc le cobalt, le nickel, le lithium et le graphite naturel. Donc ça, c'est encore en cours de discussion. C'est une phase de négociation politique avec le Parlement européen. Le premier règlement qu'ils ont appelé minerais de conflit, qui est une terminologie que nous, on rejette, mais bon, est déjà mis en œuvre, déjà obligatoire depuis le 1er janvier de cette année. Ça, c'est simplement un petit transparent pour présenter un certain nombre des coopérations qu'on a développées au fur et à mesure des années. On est une petite équipe, on est 5 à travailler sur ce sujet au secrétariat de l'OCDE. Et sur un certain nombre de sujets bien précis, on n'est pas les mieux placés, donc on cherche à développer nos coopérations. Donc avec l'ITIE, que vous connaissez très bien, sur les initiatives de renforcement de la transparence. Sur l'artisanat minier, on travaille beaucoup avec un très grand nombre d'agences des Nations Unies. Depuis 2-3 ans, on développe un travail spécifique de coopération avec
les agences de mise en œuvre de la loi, donc les douaniers, les policiers, les cellules de renseignement financier. Donc, on travaille là-dessus avec Interpol, avec l'Organisation mondiale des douanes. Donc, on a développé cette stratégie de coopération tout simplement parce qu'on n'est pas nécessairement toujours les mieux situés. Et notamment, j'y reviens, n'ayant aucune représentation dans les pays producteurs, hein, on est très mal placé pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre de nos projets. Donc, comme je suis un peu long, je suis désolé, mais comme je vous disais, on a une intention particulière qui se porte sur les MAP, parce que c'est quand même cette partie de la chaîne informelle, de la chaîne d'approvisionnement, qui est souvent la plus exposée aux violations des droits de l'homme et aux phénomènes de racket. Donc, bon, je pense que vous êtes tous familiers avec ce que c'est que les MAP, donc je n'ai pas nécessairement besoin de m'y appesantir. Par contre, on a développé, nous, un produit particulier, notamment en ce qui concerne l'exploitation aurifère, qui est un document disponible sur notre site internet, qui a été développé sous forme de foire aux questions et qui vise à apporter des éléments de réponse rapides à des personnes qui pourraient s'interroger sur les modalités d'approvisionnement en or artisanal. C'est des questions très simples, certaines d'entre elles. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'acheter de l'or artisanal ? Il y en a certaines qui sont plus techniques et complexes. Comment est-ce que je mets en œuvre le devoir de diligence quand je m'approvisionne auprès d'orpailleurs informels, par exemple. Donc ça, encore une fois, c'est un document qui est pour nous très important, qui a été bien accueilli notamment par le secteur privé, qui a été pris en compte par les affineurs. Et donc, on était assez satisfait de pouvoir proposer ce document pour contribuer, encore une fois, à ce que je mentionnais au début, qui est notre activité et notre action en faveur de l'inclusion des travailleurs informels dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Encore une fois, on a parfaitement conscience du fait que l'activité extractive artisanale, c'est une activité de survie et qui n'est certainement pas question de condamner, mais d'accompagner vers la formalisation et la légalisation. Sur les maps, donc je le disais, je ne vais pas m'appesantir, mais voilà, on a un programme en Afrique de l'Ouest avec l'autorité du Lutako-Gourma, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger. On a une coopération évidemment avec la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec des activités principalement, voire on va dire uniquement centrées sur la RDC à l'heure actuelle. Je voulais faire un petit dégagement sur l'Afrique de l'Ouest parce que c'est donc le programme sur lequel je suis plus directement impliqué. Le CDE travaille depuis quelques années sur l'analyse des flux financiers illicites. En 2015, on avait produit un rapport qui avait établi que les flux financiers illicites, alors illicites, hein, pas criminels, la distinction est importante, illicites liés à l'artisanat minier et aurifère étaient beaucoup plus importants encore que ceux liés à l'exploitation pétrolière. Ça avait permis de positionner un peu l'ampleur du sujet. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui a été produite par des universitaires français qui expose le déroulement de la vague actuelle d'orpaillage qui traverse tout le Sahel, avec un début situé au Soudan, passé au Tchad. Bon, le Burkina Faso est un pays, et le Mali évidemment sont des pays traditionnels d'orpaillage, mais pour ce qui concerne les autres pays de la bande sahélienne, c'est quand même un phénomène assez récent, et je trouve que cette carte met ça parfaitement en exergue. Donc, je suis toujours très content de pouvoir l'utiliser et de remercier ceux qui l'ont développé. En Afrique de l'Ouest, on a donc cette coopération avec l'autorité du Lutako-Gourma. L'objectif est vraiment de promouvoir et d'assurer la mise en œuvre de notre standard dans les pays de production. Et on a produit en 2018 un rapport qu'on appelle une évaluation de base des risques des chaînes d'approvisionnement en or dans ces 3 pays, qui est disponible sur notre site internet et qui met en avant plusieurs points importants. Le premier étant que l'estimation moyenne de la production d'or artisanale sur ces 3 pays était située à peu près à 50 tonnes par an, avec une valeur basse de 20 tonnes et une valeur haute de 80 tonnes. Une estimation basse, pardon, une estimation haute. Donc on avait un peu au doigt mouillé, je le reconnais, mais mis la valeur médiane à 50 tonnes, ce qui à l'époque représentait une valeur de marché de 2 milliards de dollars. Donc c'est extrêmement significatif. Pour la même année, l'exploitation industrielle sur ces 3 pays était à 100 tonnes. Donc on avait évalué l'exploitation artisanale à 50% de l'exploitation industrielle sur ces 3 pays.
Le deuxième point qu'on avait vraiment mis en avant, c'était évidemment que ça représente une source fondamentale et potentiellement irremplaçable de revenus pour les communautés minières, un facteur de stabilisation des populations dans les zones rurales, et de manière plus importante, comme démontré par l'IRD au Niger, un facteur d'attraction pour les jeunes, qui les éloigne en fait de l'attrait exercé par les groupes armés. Et ça, c'est des réflexions sur lesquelles on est en train d'avancer à l'heure actuelle. Potentialité offerte par l'activité artisanale comme vecteur de limitation de la conflictualité dans les zones de conflit. Voilà, donc j'ai presque fini. Quelques messages clés sur les objectifs en fait, de notre standard qui vraiment vise à travailler avec les populations les plus démunies. Comme je le disais, une attention vraiment particulière attachée au soutien à la pratique de l'artisanat minier. Impliquer le monde de l'entreprise à la fois parce que c'est effectivement aux entreprises que s'adressent nos recommandations, mais notre philosophie, c'est quand même essentiellement d'essayer de les identifier et de les embarquer comme vecteurs de changement de la situation. Et on les engage à ne pas avoir une lecture binaire de l'état de la production et du commerce de ressources naturelles dans le monde. Influencer les principaux marchés de consommation, donc à travers des activités d'appui, de conseil de politique publique, l'accompagnement à l'adoption de réglementations contraignantes, et éventuellement, idéalement, améliorer la situation sur le terrain dans les pays producteurs pour appuyer leur développement économique. Voilà un peu où on en est. Comme je vous l'avais dit, Claire, je me suis permis d'inviter Olivier, qui est avec nous là déjà, à venir partager un petit peu son expérience. Et merci d'être là, Olivier. Vraiment, l'objectif pour moi, ça serait que tu puisses un peu expliquer de ton point de vue, partager ton ressenti sur ce phénomène de responsabilisation du secteur privé. Donc, Olivier travaille pour l'initiative Responsable pour le MICA, qui vise un peu à accompagner la formalisation de l'exploitation minière du MICA en Inde et maintenant à Madagascar. Donc voilà, Olivier, si ça te va, je te laisse la parole pendant quelques minutes et après on pourra, j'espère, avoir une séance d'échange avec les participants. Avec plaisir. Merci Louis, merci pour la présentation déjà et puis merci pour l'invitation. Pour élargir et vous donner un peu un exemple finalement concret de ce que vient de détailler Louis. En fait, si vous regardez les 4 messages clés que Louis vient de vous présenter, l'initiative pour un MICA responsable pour laquelle je travaille, et donc qui vise à établir des chaînes d'approvisionnement responsables, durables et équitables en MICA en Inde et à Madagascar. En fait, les objectifs de cette initiative sont exactement en fait alors 3 des 4 messages clés que vient de présenter Louis, puisque nous, on influence moins quand même les principaux de marché de consommation, mais sinon sur les trois points, travailler avec les populations les plus démunies. Donc le MICA provient en Inde et à Madagascar rapidement de zones où les communautés qui collectent le MICA donc, sont dans une situation de pauvreté extrême. C'est de l'artisanat minier. Impliquer le monde de l'entreprise justement. Alors pourquoi et comment l'initiative a été créée? En fait, elle a été créée juste après que le monde de l'entreprise et notamment la cosmétique dans laquelle le MICA, l'industrie cosmétique dans laquelle le MICA est très utilisé, a pris conscience justement à identifier ces risques dont Louis vient de parler, à savoir pire forme du travail des enfants, puisqu'on parle bien d'enfants qui travaillent directement dans les mines. Et finalement, en fait, elles se sont vues au départ, et après avoir pris conscience du problème, un peu démunies face à l'identification de ce problème. Et elles ont d'abord essayé, en Inde notamment, de régler le problème entreprise par entreprise, en fait, en silo et uniquement pour leur chaîne d'approvisionnement. Et en fait, elles se sont rendues compte assez rapidement que c'est un problème systémique qui pouvait être résolu uniquement de façon collective. Et là, je crois que en fait, ça s'inscrit complètement dans la philosophie du standard OCDE,
quand on est collectivement engagé dans la résolution d'un problème comme le travail des enfants ou les situations de travail très compliquées en Inde, en fait, quand on est collectivement engagé, c'est plus facile finalement de rester engagé, comme Louis le présentait, et de prendre la décision à plusieurs, de rester engagé. Nous, on parle en anglais du stay but change, rester en Inde, mais essayer vraiment de mener des actions concrètes sur le terrain pour faire en sorte que la situation s'améliore pour ces populations-là. Et de leur point de vue, en fait, il faut faire tomber certaines barrières. Il faut faire tomber cette peur d'agir tout seul et de perdre en compétitivité. Ça, encore une fois, agir à plusieurs permet de faire tomber cette barrière. Et il faut vraiment, et je pense que c'est une particularité aussi de l'initiative qui a été reconnue d'ailleurs il y a quelques années de ça par la CDE en tant qu'initiative très innovante. En fait, on compte sur l'engagement des entreprises qui nous rejoignent, plus que sur des audits et une espèce d'exercice où il suffirait de ticker les cases. On cherche vraiment à impliquer les entreprises à la fois financièrement, puisqu'elles payent une cotisation qui est, on l'appelle agnostique, hein, elle va sur tous les programmes de l'initiative, cette cotisation financière, financièrement, mais aussi dans l'action. Les entreprises donc, se sont engagées annuellement à partager avec nous leurs données d'approvisionnement relatives au MICA. Donc, elles sont obligées de cartographier. En fait, elles se sont engagées à cartographier leur chaîne d'approvisionnement MICA. Donc, en fait, finalement, les premières étapes du guide OCDE. Elles s'engagent aussi à implémenter un standard qu'on vient de développer, qu'on a publié hier d'ailleurs, qui intègre toute une partie sur la diligence raisonnable. Et elles se sont engagées, ces entreprises, à implémenter ou à supporter l'implémentation de ce standard le long de leur chaîne d'approvisionnement. Et comme en fait, dans l'initiative, on a à la fois des ONG qui sont membres, à la fois de la société civile, à la fois des associations d'industrie et à la fois des entreprises qui partent en fait de l'équivalent de l'affineur pour les métaux jusqu'à des marques internationales de cosmétiques ou de l'automobile comme Daimler ou comme L'Oréal. En fait, comme on couvre toute cette chaîne de valeur, ça permet aussi de faire des choses collectivement et collectivement dans le bon sens, puisqu'on peut mobiliser tous les acteurs d'une même chaîne vers l'amélioration des pratiques de travail et évidemment l'éradication du travail des enfants qui est quand même notre priorité numéro 1. Je ne sais pas si ça répond trop à ta question, Louis. Si, c'est très bien. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est encore une fois, tout ça a commencé plus ou moins avec les diamants. Ensuite, on a parlé de l'or. Et on se rend compte que maintenant, très personnellement, il y a 5 ans, je ne savais pas ce qu'était le MICA, parce que je ne suis pas un professionnel de l'industrie minière. Et on se rend compte tout simplement que ce sont des problématiques transverses qui touchent des ressources dont on n'a pas du tout connaissance à la base. Et donc que l'industrie quand même maintenant commence à se soucier du MICA, mais aussi par la force des choses maintenant, au-delà des quatre ressources dont j'ai parlé, tous les métaux de base négociés sur le LME, mais en plus maintenant à travers la réglementation européenne future, le lithium et le graphite naturel, on voit bien qu'il y a une grosse tendance de fond. Cette tendance de fond, elle est pas prête de s'interrompre. Il y a énormément de défis qui sont associés à la mise en œuvre de ces recommandations. Et plus on travaille dessus, plus les défis sont importants, mais plus on en découvre de nouveaux. Mais ce que je trouve vraiment fondamentalement intéressant, c'est de constater que c'est une lame de fond qui vraiment implique maintenant les acteurs à travers un nombre incalculable de pays et de secteurs. Voilà, moi je suis content de m'arrêter là parce qu'on a déjà bien parlé et surtout j'espère que vous avez beaucoup de questions. Bien, écoutez, merci déjà tous les deux, hein. C'était très, très intéressant et très éclairant sur ces standards. C'était très intéressant aussi de voir le
le spectre des secteurs concernés. Hein. Je pensais que c'était beaucoup plus resserré, le nombre de produits qui étaient concernés, mais bon, c'est apparemment très large. Et donc, ah oui, je voulais mentionner un petit truc pour la carte tout à l'heure. Bon, c'est dans le chat, mais on a une des autrices, Raphaël Chevillon-Guibert, qui est là en ligne, donc je pense qu'elle a entendu vos remerciements. Voilà. Et sinon, moi, je voulais peut-être me permettre de, puisque je vois qu'il n'y a pas encore de questions dans le chat, me permettre peut-être de poser la première question, qui est une question peut-être à deux niveaux, ou alors deux questions, on va voir. C'est première chose, en fait, vous avez évoqué à la fois l'aspect recommandation. C'est quand même donc de cette façon-là que ça a commencé. Et puis, vous avez parlé aussi de caractère contraignant des standards. Alors, est-ce que c'est pas un peu contradictoire et comment est-ce que ça peut être contraignant concrètement? Et puis, peut-être que je peux ajouter tout de suite une deuxième question. C'est qu'en fait, dans la présentation que vous avez fait du standard, on avait l'impression que c'était quand même essentiellement fait pour les grandes sociétés, l'exploitation à grande échelle. Et on a du mal à voir comment ça pourrait s'appliquer à l'exploitation artisanale ou à petite échelle. Et donc, je voulais savoir un petit peu, parce que donc, on voit que vous avez des études sur les deux, hein, sur les deux modes de production et d'exploitation. Donc, voilà pour démarrer. Merci. Alors, juste sur le caractère contraignant, c'est assez simple. C'est qu'à la base, c'est un standard d'application volontaire, mais que à la fois le secteur privé et les gouvernements ont décidé de rendre contraignant. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir un langage que vous trouverez dans le standard de l'OCDE qui recommande aux entreprises et les invite à, on va dire les gouvernements ont remplacé invite à par devront faire, si vous voulez. Les entreprises doivent mettre en œuvre le guide de l'OCDE et donc doivent cartographier leur chaîne d'approvisionnement. Donc c'est simplement par l'entremise d'une action réglementaire, soit prise par le secteur privé, soit prise par des gouvernements. Prise par le secteur privé, une illustration assez simple. Donc, le LBMA, qui est encore une fois l'association fêtière de l'affinage d'or international, qui compte 70 affineurs, qui représentent, je le disais, 85%, je crois maintenant, de l'or affiné mondialement, a rendu l'observation de ce standard obligatoire, ce qui veut dire que chacun de ces 70 affineurs doit chaque année passer un audit qui permettent de s'assurer que les cinq étapes que je vous ai présentées sont bien mises en œuvre par les affineurs. Si l'audit est négatif, et c'est déjà arrivé, l'affineur est ce qu'on appelle délisté, c'est-à-dire retiré de la liste des affineurs approuvés par le LBMA, et c'est à des applications commerciales très significatives. C'est la même approche qu'a choisi d'adopter le LME, donc le London Metal Exchange, et c'est une approche qu'on retrouve de plus en plus à travers nos différentes interventions. Alors, sur les grandes sociétés, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mise en œuvre de ce devoir de diligence vise donc, encore une fois, à cartographier les acteurs et à conduire des analyses de risque sur les activités de ces fournisseurs. Donc, si je reprends mon exemple d'un affineur d'or, l'affineur d'or, il peut s'approvisionner en gros de métal recyclé, d'or en provenance d'une grande mine et d'or en provenance de coopératives minières. Il va devoir identifier chacun de ses fournisseurs et s'assurer que ces fournisseurs eux-mêmes mettent en place un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est là qu'on retrouve, quand on parle de l'artisanat minier, l'élément progressif et de bonne foi que j'évoquais. Vous retrouverez notamment dans le standard des dispositions très spécifiques à l'artisanat minier qui précisent que les artisans individuels, les mineurs eux-mêmes, bien évidemment, on n'attend pas d'eux qui mettent en œuvre le standard de l'OCDE. En revanche, quand on passe à un stade un peu plus formalisé d'organisation et d'exploitation en coopérative, il y a des choses très simples qui peuvent être déjà mises en œuvre. Et pour partager une expérience concrète, dans l'Est du Congo, assez rapidement, on a vu des coopératives minières écrire sur une feuille de papier les principes d'approvisionnement responsable et les exposer sur la porte d'entrée de la direction de la coopérative. Donc ça a l'air très sophistiqué comme ça, très compliqué, mais ça peut être très très simple. En fait,
c'est vraiment du bon sens et de la bonne logique dans une grande mesure. C'est-à-dire, c'est essayer de comprendre d'où on s'approvisionne. Quand il y a quelque chose qui a l'air un peu suspect, on pose plus de questions. Et à partir du moment où on a un certain niveau de certitude ou de probabilité de l'existence du risque, on prend les actions qui s'imposent. D'accord. Et donc, en fait, vous parliez des gouvernements qui ont rendu contraignants ces standards. Est-ce que c'est tous les gouvernements ou est-ce que… Non, alors est-ce c'est qu'il ce y en que a… je disais. Donc, l'Union européenne a rendu l'observation du standard obligatoire. Donc ça, c'est Ouais. à 27 États membres. La RDC a intégré certaines des dispositions dans son cogné par un arrêté en 2011. Donc concrètement, et alors c'est parfois difficile un peu à trouver sur Internet, mais les exportateurs d'or éteint, tantal, tungstène au Congo doivent mettre en œuvre le guide de l'OCDE et publier chaque année un rapport sur les efforts qu'ils ont pris. On est loin d'obtenir 100% des entités économiques qui sont censées le faire. On en est assez loin, mais on a chaque année entre 15, 20, 30 rapports émis par des entités de traitement et des maisons d'exportation en RDC. Donc, aux États-Unis, les États-Unis ont pris une approche un peu différente. Ils ont demandé à toutes les sociétés cotées à la bourse de New York d'exercer leur devoir de diligence pour s'assurer que les minerais qu'ils utilisent ne viennent pas ou ne bénéficient pas à des groupes armés. Et pour ce faire, les autorités américaines recommandent la mise en œuvre du guide de l'OCDE. Mais c'est contraignant pour toutes les entreprises cotées à la bourse de New York. Donc, il y a des approches un peu différentes comme ça qui sont adoptées. Mais la Suisse va prochainement adopter une version locale du règlement de l'Union européenne. Donc, rendre aussi l'observation du standard de l'OCDE obligatoire pour toutes les importations d'or et de 3T en Suisse. Claire, il y a quelques questions sur le chat. Oui, est-ce que tu veux donc que je les ouais, lise on va pour les commencer par communiquer directement? C'est pas toujours évident de suivre d'un œil le chat et en même temps de Voilà, donc il y a participer les au 3 débat. questions sur le chat, puis après il y aura une question orale aussi d'Alain Pifto. Ok. Donc, alors les questions qui sont posées, la première qui provient du GERSDA, nos amis du Mali, ne pensez-vous pas que le fait de faire accepter les achats de l'or issus de l'exploitation illégale n'est pas source d'amplification des conflits? Alors, pour nous, non. Il y a une chose, il y a un principe de base qui est certain, c'est que l'or sera toujours extrait. Que vous l'interdisiez ou que vous l'autorisiez, l'or il est extrait. Donc notre politique et notre approche, c'est de nous assurer que l'exploitation et le commerce de ces ressources soient orientés vers des chaînes, on va dire, davantage responsables et vertueuses. Et si d'emblée on explique que l'or artisanal, c'est mal et c'est interdit, ça ne va pas interrompre la production. Par contre, à coup sûr, ça va envoyer cette production dans des chaînes d'approvisionnement opaques, voire criminelles, voire terroristes, comme c'est de plus en plus le cas. Donc très clairement pour nous, ça n'est pas une réponse et une solution que de criminaliser l'exploitation artisanale. Et puis une deuxième question de Etcheomo qui s'interroge sur le processus de Kimberley, qui se demande ce que prévoit le processus de Kimberley en termes d'exploitation minière, avec une question un petit peu polémique. N'a-t-il pas été établi pour légitimer l'action de certaines firmes multinationales qui financent certains conflits indirectement? Alors, en réalité, le processus de Kimberley, il a été mis en œuvre, il a été poussé, c'est vrai, par l'unité nationale du secteur du diamant, mais pas pour légitimer leur financement ou leurs activités, mais pour qu'une réponse soit apportée justement aux troubles et aux risques qui étaient associés à l'exploitation artisanale diamantifère. Le processus de Kimberley a un certain nombre de vertus. Malheureusement, il repose en fait sur la mise en place par les gouvernements eux-mêmes de processus de validation et de certification. Donc, en gros, il y a un certificat émis qui est un bout de papier émis par les gouvernements. Et évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, le facteur corruption joue un rôle très important là-dedans et malheureusement mine un petit peu la crédibilité de ce processus dans certains cas. Et ça me permet de faire une distinction très importante entre une approche basée purement sur un certificat associé à une pierre en particulier et l'approche que nous, on porte
l'approche qu'on porte, c'est vraiment de pousser les entreprises à établir un système de gestion de leurs informations assez exhaustif, qui va reposer en fait sur une capacité à récolter de l'information de manière permanente et justement pas se limiter à une collecte de certificats et d'audits. Parce qu'un audit peut toujours être falsifié, un certificat peut être faux, il peut être acheté. Par contre, si on complémente un bruit, voilà. Si on complémente en fait cet audit par une collecte d'informations un peu plus large, on s'assure qu'on minimise le risque d'erreur. Je vais vous donner un exemple. Un affineur, je tape toujours sur l'or, mais c'est parce que c'est là-dessus que je suis plus spécialisé. Un affineur d'or, il peut produire un audit. Une entreprise responsable va prendre ce bout de papier pour un élément d'information, mais on va lui demander de compléter cet élément d'information par d'autres éléments d'information, et notamment par une veille sur la presse, par exemple, locale. Ce qui veut dire que si une société s'approvisionne au prix d'un affineur certifié, mais qu'en parallèle, il y a une douzaine de rapports qui mettent en lumière les agissements frauduleux de cet affineur, l'acheteur responsable, on va attendre de lui qu'il aille poser davantage de questions et qu'il ne se satisfasse pas simplement de cet audit. Le processus de Kimberley, il a un peu le... Mais c'était une première étape dans toute cette multiplication d'initiatives pour la transparence dans les chaînes d'approvisionnement. Le processus de Kimberley, malheureusement, quelque part, s'arrête à cette étape de délivrance d'un certificat. Par ailleurs, Kimberley s'attache à la pierre brute, quand nous, on travaille sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et le processus de Kimberley s'intéresse exclusivement au financement des groupes armés non étatiques, tandis que l'OCDE, comme vous l'avez vu, s'attache aux problématiques liées aux groupes armés aussi étatiques, aux violations des droits de l'homme, au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme. Donc les périmètres d'intervention sont différents. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une dernière question sur le chat et après on passera la parole à Raphaël et à Alain, mais Claire, je te laisserai assurer la suite. Simplement, les questions qui sont posées, elles me semblent, mais c'est une autre question qui viendra peut-être après. La relation entre les gouvernements et les gouvernements dans les États fragiles. Parce que quand on dit gouvernement, c'est un petit peu vite dit, je dirais, parce que les gouvernements dans les États fragiles, et notamment les États conflictuels, ce n'est pas les mêmes que les gouvernements dans les pays, des gouvernements qui sont bien installés, on va dire, éventuellement démocratiques ou pas d'ailleurs, mais qui tombent pas dans la catégorie des États fragiles. Donc, où est la place des gouvernements dans des États fragiles et le processus de construction, de développement. Mais voilà, je laisse cette question pour tout à l'heure et je reviens tout de suite à la dernière question du chat avant de passer la parole à Alain Pifto et Raphaël Chevrillon-Guibert qui ont demandé la parole. Donc, la dernière question du chat que je vois là, est-ce que les chaînes d'approvisionnement peuvent donc être considérées de façon réaliste comme étant conflict-free? Que pensez-vous d'un produit comme le Fairphone qui annonce vendre un téléphone conflict-free? Alors, c'est une terminologie, comme je disais, que nous, on n'utilise jamais. Et comme je le précisais d'emblée, on n'est pas à la recherche de la perfection. Ce que je veux dire par là, c'est que si, à travers l'exercice de son devoir de vigilance, une entreprise identifie un risque de financement de conflit, ça sera pour nous la preuve que son système de gestion d'information a fonctionné. La capacité à identifier le risque, et donc par définition, reconnaître que sa chaîne d'approvisionnement est exposée à un risque, c'est la preuve que son système a fonctionné. Par ailleurs, c'est une approche, c'est un peu ce que je disais, la différence avec le processus de Kimberley. On ne s'attache pas, nous, à des produits. Donc on ne souhaite pas s'assurer que chaque parcelle ou chaque atome d'un téléphone est conflict-free. On veut s'assurer que les entreprises ont des systèmes de gestion solides. Ce que ça veut dire, en gros, ce que ça offre comme garantie, c'est déjà une beaucoup plus grande flexibilité. Parce que la notion de risque, elle est fluctuante. Les zones de conflit à haut risque, c'est une notion très fluide. Les chaînes d'approvisionnement qui peuvent être impactées sont également très fluides. Donc, la mise en œuvre de notre devoir de diligence, on l'envisage uniquement comme un système et un processus qui doit être adaptable et qui doit pouvoir fonctionner pour n'importe quel type de produit. La façon dont certaines entreprises, on va dire, marketent la mise en œuvre de leur approche, ça leur appartient. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Fairphone, on les connaît bien et qu'on a énormément d'échanges avec eux.
Et c'est une des sociétés les plus poussées, les plus avancées dans la mise en œuvre du devoir de diligence. La façon dont ils marketent ça, encore une fois, ça leur appartient, c'est pas à moi de le juger. Je reviens simplement sur le fait que nous, on ne parle jamais de minerais de conflit. Vous ne trouverez pas ça dans la terminologie de l'OCDE. Et on ne parle jamais de chaîne d'approvisionnement conflict-free. Pour plusieurs raisons. Un, on ne s'intéresse pas qu'au conflit, vous l'aurez bien compris. Donc, il faudrait en plus dire human rights violation free, corruption free, money laundering free, tout ça free. Ça n'a pas de sens. Donc, tout ça, on le laisse, si vous voulez. C'est des histoires de marketing, tout ça. Mais plus réel, de manière plus importante sur la réalité de la mise en œuvre de notre standard, des sociétés comme Fairphone et d'autres sont très en pointe et très en avance. Ok, merci beaucoup. Claire, je te laisse reprendre la main pour passer la parole. Oui, voilà, on va faire un petit détour par les questions à l'oral et puis on reviendra vers le chat après. Donc, il y avait Alain Puvetot et puis après, il y aura Raphaël. Alain? Oui, merci pour vos deux interventions. J'ai une question concernant le rapport, la façon dont le standard qui est proposé et présenté ici s'articule ou pas avec les règles de droit national. On a l'impression que, notamment pour le travail des enfants, je prends juste cet exemple parce qu'il est assez frappant, tel que ça a été présenté, hein, pas forcément tel que c'est appliqué, c'est pour ça que la question s'adresse aux deux intervenants, que le droit national, qu'il soit appliqué ou non, disparaît. Et qu'en fait, que le principe, c'est de tenter, par la responsabilisation des entreprises, une réinstitution de règles de droit minimum sans faire référence à ce qui existe déjà. Donc, par exemple, un exemple simple, si dans un pays quelconque, le travail des enfants de moins de 15 ans est interdit et qu'en pratique, une entreprise qui s'engage dans le standard voit autour d'elle que le travail des enfants de moins de 15 ans est une habitude, un principe de base et qu'elle déroge au droit national, est-ce que le standard prévoit quelque chose ou pas? Alors, merci beaucoup, c'est une excellente question. Donc, pour commencer, on établit très clairement dès l'introduction de chacun de nos standards, pour des raisons que vous pouvez imaginer, que le respect des réglementations nationales, c'est la base. Parce que si on ne rappelait pas ça, nos États membres ne nous permettraient pas de faire adopter des standards de cette nature. Donc, le respect des réglementations nationales, c'est la base. Ceci étant dit, cet exercice de devoir de vigilance et les actions qui peuvent y être associées, elles visent aussi à permettre d'aller un tout petit peu plus loin, dans un cadre quand même normé et assez référencé, que les simples réglementations nationales. En essayant d'avoir une approche au maximum, au cas par cas, avec des études poussées des réalités du terrain. La manière dont ça se traduit, c'est que dans le cas de figure que vous avez évoqué, une des premières choses qu'on va recommander aux acteurs économiques, c'est de prendre contact avec les autorités nationales et locales pour exposer la problématique, permettre aux entreprises d'exposer leur approche du sujet, leur approche du problème, qui va être, imaginons de dire, je m'approvisionne, je sais que dans ma chaîne d'approvisionnement, il y a ce site et il y a des enfants. Moi, je considère que ce n'est pas nécessairement les pires formes de travail des enfants. Mettons que ce sont des enfants, c'est un exemple qu'on utilise souvent, qui distribuent de la nourriture ou qui vendent de la nourriture aux mineurs. Ils ne vont pas travailler dans les galeries. Moi, en tant qu'acteur responsable, je me porte auprès de vous, autorité nationale, pour engager une discussion avec vous, pour savoir dans quel cadre je peux me permettre de continuer à travailler avec ce site, tout en mettant en place avec vous, autorité nationale, des actions de correction. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on essaye de s'inscrire. Pourquoi? Parce que sinon, on tombe dans un risque qui est encore plus grand pour nous, qui est un terme anglophone qui n'a malheureusement pas de traduction facile en français, mais qui est les stratégies de de-risking, qui sont des stratégies d'entreprise qui visent non pas à traiter le risque, mais à l'éliminer. Et souvent, éliminer le risque, ça va être éliminer la chaîne d'approvisionnement. Et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, qui sont que ces chaînes d'approvisionnement ne vont pas disparaître. Elles vont se réorienter vers des acteurs, a priori beaucoup moins intéressés par toutes ces questions, voire criminels. Donc c'est une réponse un peu longue, mais en deux mots, les entreprises doivent toujours respecter les réglementations nationales.
Et ce qu'on leur propose de faire, c'est d'essayer d'engager un discours et une négociation avec les autorités locales pour essayer de comprendre si une approche un peu différente est envisageable. Évidemment, à la fin, si l'autorité nationale dit non, c'est comme ça, évidemment que l'entreprise n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est exactement dans ce sens-là. Merci pour votre réponse. Raphaël? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'avais une question, moi, à propos des audits et notamment le fait que vous focalisiez au niveau des affineurs et le fait que il y a beaucoup de raffineries qui se sont développées aujourd'hui ou qui sont en projet, notamment sur le continent africain. Et du coup, voilà, comment vous allez articuler ça avec ces raffineries nationales et le fait que beaucoup s'orientent aussi de ce qui est produit. Vous savez, je travaille aussi comme vous sur plutôt la partie or artisanale et une grosse partie de ce qui est produit est vendu, on va dire, en première intention à Dubaï. Je pense là au scandale qu'il y a eu avec Calotti et l'articulation avec les gros négociants, pas que les Suisses, mais je pensais aussi à ce qui était ressorti chez MKS avec JP Morgan. Enfin voilà, cette articulation, quand on a plusieurs affineurs qui succèdent dans la transaction, comment est-ce qu'on peut demander à l'affineur final qui doit justifier de toute la chaîne en amont, comment vous pouvez vérifier dans votre audit? Alors, en théorie, il y a deux cas de figure. Soit, plus exactement, s'il y a un audit qui intervient quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, un audit en conformité avec les standards de l'OCDE, cet audit doit vérifier que même s'il y a un affineur intermédiaire, par exemple, on va dire en Ouganda ou au Mali, l'affineur qui est audité doit s'être assuré que son affineur à lui a mis en place les systèmes de l'OCDE. Et à défaut de pouvoir démontrer ça, en théorie, il n'est pas censé pouvoir passer son audit. Alors, le cas d'école de Calotti, on connaît très bien tous ces sujets-là, donc je ne nie pas les difficultés. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions qui doivent être traitées en profondeur. L'histoire de Calotti et de Valcambi, c'est un sujet qui est très technique aussi, qui trouve son origine dans une lecture un tout petit peu différente de certaines dispositions du standard. Voilà, la réponse simple, c'est l'affineur, il peut être basé où vous voulez, tant qu'il y a un audit qui a lieu quelque part en Suisse, à Dubaï ou en Inde, l'entité qui est auditée, elle doit démontrer que toutes les entreprises dans sa chaîne d'approvisionnement ont également mis en œuvre le standard de l'OCDE ou des standards équivalents, on va dire. Et ça peut aller, normalement, ça va, jusqu'au déploiement d'inspections sur site. Donc, en théorie, un affineur turc qui s'approvisionne de Cancun Moussa à Bamako, s'il prétend mettre en œuvre le standard de l'OCDE, Bamako étant situé dans une zone de conflit à haut risque, il doit envoyer une équipe d'inspection de l'affinerie qui est basée à Bamako pour s'assurer que le commerce et les approvisionnements sont réalisés dans des conditions satisfaisantes. Excusez-moi, je me permets juste de continuer du coup maintenant, merci pour cette réponse. La question, c'est que quand vous avez des législations nationales, là, il y a des grosses discussions dans les formalisations et notamment sur l'organisation d'une formalisation du commerce qui s'articule sur, vous savez, ces places marchandes d'or où est extrait le minerai. Et du coup, je ne vois pas comment, je pense à la Mauritanie, je pense au Soudan sur lequel je travaille beaucoup, mais il y a d'autres États, notamment sahéliens, vous disiez travailler là-dessus, qui s'orientent un peu vers là, où en gros, tous les coins d'orpaillage se concentrent, ramènent leurs sacs de minerai dans des zones précises où est extrait l'or. Et c'est au niveau de ces zones précises d'extraction que le premier négoce s'opère. Ouais. Du coup, on va avoir, pour des zones où je travaille, de l'or qui est en fait du coup un peu considéré comme venant par exemple d'un des gros marchés d'or du nord du Soudan, qui en réalité initialement est extrait au sud de la Libye. Mais du coup, je ne vois pas comment vous pouvez arriver à savoir qu'il vient du sud de la Libye,
puisque, en tout cas, il est extrait dans cette place marchande et que les législations nationales sont en train de mettre en place cette formalisation commerciale articulée à ces zones d'extraction. En fait, l'objectif de notre approche, et c'est là pour rebondir sur une des questions qui a été évoquée, quel est le rôle des gouvernements? On attend, nous, des gouvernements producteurs qu'ils accompagnent la mise en œuvre du devoir de vigilance, comme le Congo l'a fait, par exemple. Ce que ça veut dire, et c'est encore une fois à la fois très simple dans son approche et évidemment très compliqué dans sa mise en œuvre. Ça veut dire que les entités de traitement, où qu'elles soient, et tous les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement devraient, a priori, devraient être invités ou devraient avoir l'obligation d'accumuler de l'information et de la documentation sur les transactions. C'est-à-dire que le négociant, le collecteur qui va se balader sur les sites, alors je sais bien que concrètement ça va être compliqué, mais c'est l'approche. Le négociant, le collecteur qui va aller chercher l'or sur les sites au Sud-Soudan ou au Sud-Libye, il doit documenter sa transaction. Je sais parfaitement que pour l'instant, c'est du domaine de la fantaisie. Le négociant, il n'est pas sur les sites, le négociant, il est sur les centres de traitement. Ça dépend ce qu'on appelle le négociant. Ouais, ça peut être le collecteur, si vous voulez, le collecteur qui va… Mais non, mais parce que l'essentiel, en tout cas pour la zone sahélienne, est extrait dans les centres de traitement. Il y a une disjonction assez forte, c'est pas comme en Afrique de l'Ouest, entre les zones où sont extraits, enfin voilà, où est creusé, où il y a les puits, et les zones principales où sont traités. L'approche reste la même en fait. Indépendamment de l'infrastructure propre à la chaîne d'approvisionnement, l'approche reste la même. C'est-à-dire qu'à chaque étape de transaction, si vous voulez, une documentation devrait être produite qui permette ensuite, à l'étape d'affinage, d'avoir une certaine visibilité sur l'origine de la production. Que le collecteur ou le négociant il soit très proche du site d'exploitation ou un peu plus éloigné en fonction de la caractéristique de la production, ça, c'est des modalités de mise en œuvre qui peuvent différer. Mais l'approche logique, et encore une fois, c'est l'avantage qui est porté par ce cadre de l'OCDE, c'est que l'approche logique va rester toujours semblable, c'est-à-dire la transaction doit être documentée. Et cette documentation doit être partagée. Et c'est le partage de cette documentation qui va permettre la cartographie de la chaîne d'approvisionnement et éventuellement, si nécessaire, la conduite d'une analyse de risque. La mise en œuvre, de toute façon, elle est excessivement complexe. Le secteur de l'or, de toutes les ressources avec lesquelles on travaille, c'est de loin le plus difficile parce que l'or est une devise. Personne n'a intérêt à documenter la transaction. Les achats sont très largement réalisés par des acheteurs qui, par définition, ne veulent pas se formaliser parce qu'ils n'ont pas un intérêt économique. Donc c'est la chaîne d'approvisionnement qui est probablement la plus complexe et celle sur laquelle, pour l'instant, on a le moins de résultats probants, contrairement à l'étain, le tantal et le tungstène. Mais l'approche logique reste la même. Un certain nombre de nos partenaires de terrain ont réussi à démontrer que c'était faisable sous certaines conditions, à la fois en République démocratique du Congo et maintenant en Côte d'Ivoire. Mais ça a des coûts, évidemment, directs et indirects. C'est-à-dire que le choix de l'opérateur économique de s'inscrire dans une chaîne d'approvisionnement formelle et transparente, de prime abord, est moins intéressante économiquement pour lui. Ce qui est le défi principal, notamment pour le secteur de l'or, de la mise en œuvre de notre standard et plus généralement des stratégies de formalisation. Ok, merci. Ensuite, on avait Monsieur Migabo qui est intervenu à la fois dans le chat et puis qui a levé la main. Donc, je propose de lui donner la parole peut-être plutôt que de… Et puis ensuite, on reviendra vers le chat et puis on reviendra vers la question du GERSA après. Merci beaucoup. Ma préoccupation, c'est par rapport à l'affirmation que, et là je suis d'accord que l'exploitation de l'or ne doit pas s'arrêter au risque d'ouvrir aux activités criminelles. Mais il se fait malheureusement que dans de nombreux pays comme en République démocratique du Congo, la loi définit l'enfant comme toute personne qui a moins de 18 ans. Et quand vous regardez les groupes armés, ils recrutent à des tranches d'âge surtout entre 15 et 18 ans. Ils sont les plus nombreux dans les groupes armés. Et ces personnes entrent dans les groupes armés parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes d'encadrement. Et
l'endroit où ils pouvaient se réfugier, ça pouvait être les secteurs miniers, ils sont chassés là-bas, et par conséquent, comme l'activité d'exploitation de l'or ne doit pas s'arrêter, c'est finalement l'activité criminelle des enfants qui se poursuit parce qu'ils sont interdits d'aller là où ils pouvaient aller chercher des moyens de survie. Ils sont obligés de s'enrôler dans les groupes armés parce que finalement, les groupes armés gèrent ou encadrent les carrés miniers. Que faire pour que les intérêts de ces enfants aussi soient sauvegardés, bien sûr, sans porter préjudice à la loi? Alors, c'est toute c'est là qu'on retrouve la complexité de la mise en œuvre de ces sujets. Alors, effectivement, je parlais de la logique du cadre formel de l'OCDE qui a l'air très bien vu de Paris. Et effectivement, quand on commence à s'intéresser de près à ces sujets-là, c'est les raisons pour lesquelles on essaye au maximum de porter et de laisser de la flexibilité aux acteurs de terrain, qu'ils soient acteurs économiques ou autorités locales. Donc, vous me parlez d'un cadre légal qui existe, mais dont vous reconnaissez vous-même que quelque part, il ne remplit pas sa fonction, puisque les enfants continuent soit d'aller vers les groupes armés, soit vers l'exploitation minière. Et donc, par conséquent, ça implique et ça appelle le développement de solutions qui soient vraiment ad hoc et qui s'intéressent aux spécificités de la chaîne d'approvisionnement en question. C'est cette flexibilité qui est absolument nécessaire. Si on s'attache au respect de la réglementation pure et dure, de toute façon, dans un pays malheureusement comme la RDC, les stratégies actuelles de formalisation de l'artisanat minier sont vouées à l'échec. Et c'est vrai dans un certain nombre d'autres pays. Et je crois que le gouvernement congolais a réalisé un certain nombre de ces sujets-là. Et on parle beaucoup avec le gouvernement congolais, notamment le ministère des Mines. Et ce même ministère des Mines a accepté cette approche au cas par cas dans un très grand nombre de projets pilotes qui se sont développés à l'est du Congo, pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'intégration de l'exploitation artisanale et informelle peut être réalisée dans les chaînes d'approvisionnement internationales, mais progressivement, encore une fois, en essayant de prendre conscience peut-être des trous dans la raquette, j'allais dire, et des failles inhérentes à la réglementation existante, pour essayer de l'adapter au fur et à mesure à la réalité du marché et à la réalité des conditions d'exploitation locale. C'est une réponse un peu longue pour dire que les réglementations sont souvent en retard sur la réalité du terrain. Et malheureusement, si on constate une très grande informalité dans l'exploitation minière, c'est parce que les cadres de réglementation et d'incitation à l'informalisation sont totalement dépassés et sont complètement inadaptés. Et il y a des exemples très, très clairs et très, très concrets. On parlait des cartes de mineurs artisanaux dans un certain nombre de pays. Je crois que ce n'est plus le cas en RDC, mais il faut aller se déplacer dans la capitale pour avoir son autorisation annuelle d'exploitation artisanale. On imagine très bien que les simples coûts de déplacement vers la capitale pour obtenir cette carte de creuseur conduisent la totalité des mineurs à ignorer cette exigence réglementaire. Donc l'adaptation des cadres réglementaires aux réalités du terrain est un élément absolument indispensable de viabilisation de ces chaînes d'approvisionnement. Interdire l'exploitation artisanale avec la présence d'enfants, on est tous d'accord dans l'absolu. La réalité n'est pas celle-là. Évidemment, tout le monde interdit aux groupes armés d'aller à l'exploitation artisanale. La réalité n'est celle-là. Donc ça veut dire que s'attacher simplement au respect des réglementations, ça n'est pas un élément de réponse suffisant. Peut-être, pour compléter ta réponse, Louis, je dirais qu'il y a peut-être deux approches. Il y a une approche court terme où effectivement, en fait, il y a la prise de conscience qu'il y a des enfants dans la chaîne d'approvisionnement et dans ce cas-là, il faut analyser la situation pour comprendre les causes racines de la présence des enfants et adresser ces causes racines le plus rapidement possible pour faire en sorte que les enfants qui sont actuellement dans ces chaînes d'approvisionnement soient pris en charge et là, mettre en place des actions concrètes qui permettent de les sortir et de les mettre à l'école plutôt que de les laisser dans les chaînes d'approvisionnement. Et ensuite, la réponse long terme, c'est effectivement l'adaptation du cadre légal. Nous, dans le MICA, encore une fois, c'est pour peut-être vous donner un exemple concret, l'État indien,
il est prêt à nous accompagner et ça grâce en fait à la mobilisation des entreprises. Il est prêt à nous accompagner dans la mise à jour de son cadre légal pour la prise en compte et la formalisation de l'artisanat minier, du mica, en l'occurrence dans l'état du Gerkand, où on va mettre en place des pilotes, tester ces pilotes en partenariat avec l'État, hein, évidemment, et ensuite mettre à l'échelle au moment où les pilotes seront validés. Merci. Donc, Vincent, on repasse peut-être au chat là, pour 2 questions. J'ai l'impression que voilà, la question de Valentin Migabo a été formulée directement à l'oral avec la réponse. Ouais. J'ai oublié de citer tout à l'heure, la dernière question que j'ai citée, c'était Aurore Vermilène. Donc, voilà, je rattrape mon petit manque. Et puis la question de Diallo. Quel impact donc le processus qui a été discuté pourrait-il avoir sur l'encadrement du marché de l'or en Afrique de l'Ouest à travers les comptoirs d'achat? Mais je pense que c'est une question qui recouvre celle qui a déjà été abordée tout à l'heure par Raphaël, hein, si je ne m'abuse. Est-ce que le processus envisage d'intervenir sur les sites miniers où le marché noir de l'or est fructueux? Donc ça, je pense que ça recouvre en partie les éléments de réponse que vous avez donnés tout à l'heure à Raphaël. Et alors, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de parvenir à couvrir ces configurations-là. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est souvent ces sites-là qui sont malheureusement les plus exposés à des violations des droits de l'homme et à des phénomènes de racket et d'extorsion. Donc en Afrique de l'Ouest, dans la région du Bita-Gourma, c'est particulièrement le cas et de plus en plus. Encore une fois, on est extrêmement conscient des défis que ça peut représenter. Mais c'est là que les États locaux ont un rôle à jouer. Et c'est dans ce processus-là qu'on est engagé, notamment avec notre coopération avec le secrétariat de l'autorité du Bita-Gourma, pour que, par exemple, tous les exportateurs d'or de la région soient invités à produire de l'information sur leur chaîne d'approvisionnement. Ça peut avoir l'air ridicule, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'exportateurs agréés dans ces pays qui déclarent exporter 1 kilo d'or, voire moins par an, et qui pourtant restent ouverts. Le fait de leur imposer de produire un rapport qui expose ça de manière claire et publique, ça fera avancer le débat, très probablement. Et ça conduira un certain nombre à réfléchir à 2 fois et à se réorganiser. Tant que tout ça est très largement admis comme étant, par définition, un commerce qui va rester opaque, louche, informel, c'est certain que rien ne va avancer. Une des premières étapes, ça consiste vraiment à accumuler, je le répète, de la documentation et de l'information et à accroître les exigences de transparence. Dans une approche, on peut faire une certaine analogie avec l'ITIE, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets. C'est la production d'informations et la divulgation de cette information qui permet de faire avancer un certain nombre de ces sujets. Et évidemment qu'on veut absolument toucher les sites d'exploitation artisanale informelle pour, entre guillemets, les protéger, in fine, mais aussi leur garantir que le fruit de leur travail est mieux rémunéré, que les conditions d'exploitation sont améliorées. Donc, moi, l'exploitation minière industrielle m'intéresse peu de ce point de vue-là. Elle va m'intéresser dans sa composante, comme je l'avais déjà dit, de risques liés à la corruption, à l'évasion fiscale, éventuellement à des financements de groupes armés étatiques, comme ça a été documenté à plusieurs reprises. Mais surtout sur le secteur de l'or, le gros de notre travail s'attache à la formalisation et à l'encadrement de l'exploitation aurifère. Une question qui rebondit un petit peu sur ce que vous venez de dire. Donc une question de Guindo qui souligne le fait que la population locale profiterait plus de la production artisanale directement par ses effets de redistribution. Là, on est plutôt dans l'incitation économique que la production industrielle elle-même, dont les bénéfices n'arriveraient pas forcément aux populations locales. Et donc je pense que c'est une question qui est posée par référence à l'effet peut-être différentiel que pourra avoir la mise en place du d'OCDE par rapport à ces 2 types de structuration de l'industrie. Est-ce que ça désavantagerait pas? Enfin, j'invente un petit peu, hein, j'élabore un petit peu par rapport à la question telle qu'elle est posée. Et je vous la repasse. Alors, je ne suis pas sûr que ça désavantage, parce qu'encore une fois, l'objectif
c'est quand même d'apporter de la transparence sur les conditions de l'échange, en fait, hein, de la transaction. On connaît les systèmes de préfinancement de l'activité aurifère, on connaît les relations de dépendance qui peuvent s'établir entre les préfinanceurs et les exploitants, les opportunités de troc que ça ouvre au détriment des producteurs, les mécanismes de tricherie sur la pesée de l'or. Il y a énormément de choses qui sont au détriment de leurs pailleurs parce que c'est un système informel et dans les mains des préfinanceurs, on va dire. Alors, tout n'est pas négatif dans ces systèmes de préfinancement, mais il faut quand même rappeler ici que ça peut être beaucoup aussi au détriment des producteurs. Donc ces systèmes de formalisation, dans leur intention et dans leur mise en œuvre, ils visent quand même à renforcer le pouvoir de négociation, on va dire, si je peux le dire comme ça, du producteur. Par ailleurs, sur la contribution essentielle de l'activité d'artisanat minier aux économies locales, là, il n'y a pour nous pas de débat, c'est une évidence. Par contre, on ne veut pas sous-estimer l'importance de la contribution de l'exploitation industrielle. Moi, je le situe toujours à deux niveaux. Si vous voulez, l'exploitation industrielle, ça remplit les coffres de l'État central, et l'exploitation artisanale, ça remplit les coffres des communautés décentralisées, on va dire. Pour le dire très schématiquement, évidemment. Mais l'exploitation industrielle a une grande importance quand même. Sur les questions sur le chat, je crois que j'ai... Oui, il y a Non, encore il une nous autre reste- question. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a une question du GERSDA qui avait demandé la parole aussi. Alors, je ne sais pas si le GERSDA préfère qu'on pose leurs questions ou s'ils veulent la poser eux-mêmes. Ah, j'ai l'impression que l'image est figée. Peut-être un petit problème de connexion. Ouais, peut-être poser leurs questions toi-même, Vincent. Oui, alors la question du GERSDA, comment concilier la socialisation des enfants avec le respect des droits de l'enfant sur les sites miniers? Ça renvoie aussi à une question qui a déjà été abordée en fait. Non, c'est excessivement compliqué. Olivier, tu auras peut-être des éléments plus concrets que moi à apporter. Il y a des gros projets qui sont déployés, notamment en République démocratique du Congo, sur la scolarisation des enfants dans les communautés minières. Ça passe par plusieurs aspects. Ça passe, pour reboucler avec ce que je disais juste avant, une meilleure rémunération des orpailleurs ou des artisans miniers eux-mêmes. La raison pour laquelle ils sont contraints d'associer leurs enfants à l'exploitation, c'est que leur rémunération est trop faible et que par conséquent, ils ont besoin que tout le monde travaille. Donc, améliorer leurs revenus, c'est un élément de réponse. Développer des systèmes de scolarisation à proximité des sites, appuyés par l'autorité gouvernementale, c'est un autre élément de réponse. Si on a 4 murs dans une école mais pas de professeurs, ça ne sert à rien. Donc, il faut évidemment associer les autorités gouvernementales. Donc, il y a un ensemble de mesures qui peuvent être, ou de leviers qui peuvent être actionnés pour favoriser cette scolarisation. Moi, je ne suis pas du tout l'expert de terrain sur ce sujet. Dans notre équipe, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le terrain là-dessus. Mais Olivier, je ne sais pas si tu veux apporter quelques éléments de ton expérience aussi. Si, mais en fait, nous, c'est la RMI, donc l'initiative pour le MICA responsable, on a 3 pôles. Le premier, c'est de travailler sur les conditions de travail. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle, alors là, pareil, c'est un mot anglais qui n'a pas une traduction facile en français, mais c'est l'empowerment, redonner le pouvoir aux communautés locales. Puis le troisième, c'est de travailler sur le cadre légal. Et en fait, dans ce deuxième pilier, qui est de redonner le pouvoir aux communautés locales, on va en fait directement adresser ce problème de socialisation des enfants. L'idée concrètement, c'est d'essayer d'agir sur le revenu. Et là, juste pour compléter ta réponse, il y a un thème qui est très en vogue et pareil, c'est une tendance de fond. Et on le voit aussi dans le secteur privé, c'est le living wage, donc le salaire pour une vie décente. Il y a plusieurs entreprises et notamment des marques internationales qui ont pris des engagements à 2030 pour payer, pour s'assurer du paiement d'un salaire pour une vie décente tout le long de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a des engagements très ambitieux et qui vont vraiment dans le bon sens. Il y a donc cette question du revenu, la question de la qualité de l'éducation. Si en fait l'enfant va à l'école mais n'apprend rien, ou pas assez, pas suffisamment, il n'aura pas envie d'y retourner, alors que si finalement l'éducation est de qualité, il aura tendance à vouloir y retourner. Nous, on agit exactement là-dessus. Et il y a aussi la santé. Un enfant en meilleure santé et des parents en meilleure santé et bien nourris, finalement,
vont avoir beaucoup plus tendance à aller à l'école que s'il y a des maladies qui pointent le bout de leur nez. Et on l'a très bien vu avec le Covid, alors évidemment dans une échelle complètement différente, mais ça a impacté énormément l'accès à l'éducation. Et alors après, ce qui est compliqué, et nous, ce qu'on a essayé de prendre en charge, c'est que, et c'est un thème, j'ai l'impression, qui est récurrent dans toutes les questions, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas de l'ingérence de la part d'un secteur privé ou public ou multinational ou supranational dans les pays producteurs. Nous, en tout cas, à la RMI, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre en compte et de partir des infrastructures existantes. On n'est pas en Inde pour construire des écoles. On est en Inde, on a analysé les causes racines de la présence d'enfants dans les mines de mica, et à partir de là, on a essayé d'adresser cause racine par cause racine, tout en prenant en compte les infrastructures existantes. Donc, on vient en support, en fait, finalement, à l'État. On fait du plaidoyer technique, ce qu'on appelle du plaidoyer technique, sur ces questions-là. Et donc, on vient former, en fait, même, on est en support dans les formations des professeurs, par exemple, pour les écoles. On est en support de leur centre d'accompagnement des jeunes mamans et des jeunes enfants. Voilà. Donc, tout ça pour adresser la santé, comme je disais, les revenus et la qualité de l'éducation. Claire, si tu m'autorises à rebondir sur les dernières interventions, mais je me posais la question, vous savez qu'on construit un référentiel international et qu'il se diffuse, que les anthropologues du développement vont appeler les modèles voyageurs. Ça se base souvent sur des exemples de réussite qu'on va décontextualiser, puis recontextualiser pour essayer d'en tirer un certain nombre de règles. Et là, je me posais la question en vous écoutant sur l'exemple du mica, et je vous avouerai que je suis totalement incompétent en la matière. C'est-à-dire que toute ma connaissance quasiment se résume à ce que vous avez mis dans le chat. Donc, je vous en remercie. Ça ouvre mes horizons. Je me demandais, en vous écoutant, si finalement, quels sont vos exemples de réussite? Est-ce que le mica, pour vous, c'est vraiment, et c'est une question plus générale que je pose, est-ce que c'est pour vous un exemple de réussite qui pourrait faire modèle, en fait, une illustration de la force de ce modèle-là? Quand je dis modèle, c'est au sens vraiment très large d'un ensemble de recommandations. C'est difficile d'être jugé parti. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Non, parce que vous avez cité, pour préciser la question, parce que j'ai entendu parler du Congo de l'Est, j'ai entendu parler, alors voilà, je me posais la question, effectivement, dans votre construction du guide ou dans votre façon de le travailler, de le transmettre, de le diffuser, quels sont les exemples de réussite que vous mettez au centre de ça? Alors, moi, c'est pas une question piège, c'est une question vraiment très ouverte. J'ai pas la réponse. Sur la remontée qu'on a de plusieurs années de mise en œuvre au Congo, encore une fois, la filière or est particulièrement complexe. Sur la filière étain, tantal, tungstène, maintenant cobalt, on a des remontées d'expérience très intéressantes à deux niveaux sur les mécanismes de sensibilisation et de diffusion des messages. Donc, il y a de la vulgarisation qui est mise en œuvre localement, qui atteint tous les sites d'exploitation, qui passe souvent par de la vulgarisation par des bandes dessinées ou avec des messages un peu plus simples. Et surtout, notamment dans l'Est du Congo, et maintenant on essaie de faire pareil en Afrique de l'Ouest, on a contribué au développement de ce qui s'appelle des comités locaux de suivi, qui sont des entités multipartites de collecte d'informations et d'analyse des risques dans les zones de production minière. Et ces comités ont aussi comme fonction une fonction d'intermédiation et de négociation avec les communautés. Ce qui veut dire que, pour reprendre l'exemple de l'exploitation des enfants, quand une remontée d'informations fait état de présence d'enfants sur des sites qui sont dans le périmètre d'action d'un de ces comités locaux, il y a des médiateurs ou des représentants du comité qui vont sur site pour rappeler un peu on va dire les attentes ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le consensus ou les objectifs, et qui envisagent avec les exploitants miniers et les propriétaires de sites des solutions alternatives pour retirer les enfants du site.
C'est pas toujours marqué de succès, mais je trouve comme développement de bonnes pratiques, c'est très intéressant, cette intermédiation au niveau local. Et c'est pour ça qu'on essaye à l'heure actuelle, avec le soutien du gouvernement suisse, de développer ces comités locaux au Sahel, dans la région du Litaco-Gourma. Encore une fois, ils sont chargés de collecter de l'information, donc c'est un peu des lanceurs d'alerte avancés, mais ils ont aussi cette activité de médiation et d'intermédiation avec les communautés minières. J'aimerais... Ouais. Parce que moi aussi, j'en ai je une. relance, tant pis. Mais, non, parce que je pensais, par exemple, sur tous les modèles de bonne gestion des ressources extractives. On cite le Burkina Faso, la Norvège, voilà, comme étant des exemples à suivre. Le Botswana. Oui, le Burkina Faso, pardon. Le Botswana, pas le Burkina Faso, justement, mais plutôt le Botswana, comme étant des exemples à suivre. Et on a d'autres exemples sur les cash transferts, etc., qui sont basés sur des expériences historiques, en fait, de certains pays. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent, vous, dans votre démarche de ces exemples-là. Parce que vous avez répondu, j'ai bien compris, vous avez répondu sur des mécanismes qui sont mis en œuvre et qui fonctionnent bien. Qui fonctionneraient bien, qui seraient des... Sur l'artisanat minier, malheureusement, surtout depuis ces 10-15 dernières années où il y a eu cette espèce de boom, l'explosion des prix des premières qui a entraîné pas que sur l'or, mais sur un certain nombre d'autres ressources, des ruées d'intervenants, des ruées de mineurs. Très sincèrement, il n'y a pas de meilleure pratique. Il n'y a pas d'exemple qu'on puisse mettre en avant comme étant un exemple de grande inspiration pour tout le monde. Ça dépend de la matière qui est exploitée, ça dépend de la configuration du pays dont on parle. Et pour l'heure, c'est compliqué de parler d'exemples de meilleures pratiques. Surtout qu'encore une fois, et ça c'est quand même un message que je passe souvent, l'attention qui est portée à ce sujet-là, elle a au mieux 10 ans. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on obtienne des résultats probants et très satisfaisants sur ces problématiques si complexes en 10 ans. Déjà, on a beaucoup de mal à... Alors, il y a eu beaucoup de succès, mais sur l'ITIE, on a beaucoup de mal à démontrer une contribution très significative de la mise en œuvre de l'ITIE dans les pays concernés. Sur ces sujets-là, qui encore une fois, ont au mieux 10 ans quand on parle de la République démocratique du Congo, mais en réalité plutôt 4-5 ans maximum, c'est totalement illusoire de dire qu'on peut démontrer un impact, des meilleurs exemples, des meilleures pratiques. Donc, en toute honnêteté, pour moi, ça n'existe pas encore. Par contre, la tendance de fond que j'identifie, c'est un renforcement de l'intérêt pour ces sujets-là. Juste un exemple sur l'artisanat minier très, très, très caricatural sur le cobalt. Il y a 4 ans, chaque année, on a un forum annuel d'ailleurs qui va se tenir en avril et auquel vous êtes tous invités, je vous enverrai le lien. Il y a 4 ans, à l'ouverture de notre forum annuel, Glencore a publié un communiqué de presse précisant que toute entreprise qui comptait des artisans miniers dans sa chaîne d'approvisionnement finançait l'exploitation minière des enfants. Évidemment, ça répondait à ces impératifs économiques, vu que c'était que de la grande mine Glencore sur le cobalt. À travers un certain nombre de travaux et d'initiatives, notamment les nôtres, on a pu démontrer que les choses n'étaient pas si simples et surtout valoriser beaucoup mieux l'artisanat minier. Glencore a complètement changé sa position sur l'artisanat minier. Tesla, il y a 2 ans, expliquait dans ses rapports annuels on ne veut pas d'artisanat minier, c'est fini, il ne parle plus de ça. Il précise maintenant que l'artisanat minier c'est bien, ou en tout cas c'est vertueux, ça peut être vertueux. Donc ça, c'est des premiers retours concrets d'expérience qu'on a, c'est-à-dire de positionnement d'entreprise sur ces sujets extrêmement complexes. Il y a 5 ans, c'était on veut pas de minerais de conflit. Pour certains, surtout dans l'or, c'était on veut même pas d'or africain. Et ça existe encore. Hein. J'ai eu accès à des clauses contractuelles de grandes banques qui étaient libellées comme ça, pas d'or africain. Ces choses-là changent. Maintenant, pour que ça se concrétise sur le terrain auprès des millions d'orpailleurs et d'artisans miniers, il va falloir de la persistance, de la persévérance et un peu de patience. Donc, voilà, mon sentiment, c'est que les choses changent au niveau, j'allais dire, philosophique, état d'esprit,
du sujet, mais sur le terrain, on est encore très très loin, c'est certain, même s'il y a des premières remontées intéressantes. Merci beaucoup Ok. pour ces éléments de réponse. Si je peux me permettre, je vais rebondir un peu sur la question de Vincent. Je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas dire qu'il y ait des exemples de réussite, parce que c'est vraiment de réussite ou d'échec, ça ne fait pas de sens, dans le sens où le standard est tellement divers, avec des objectifs vraiment spécifiques à différents niveaux, que bon, ça devient difficile de dire qu'il y ait un modèle de réussite, quoi. C'est vraiment difficile. Par contre, sur un point particulier, il y a quand même différents objectifs. Là, on peut peut-être quand même se poser des questions sur les chances de réussite en fait de certains objectifs qui sont à atteindre, comme je pensais notamment au non-paiement des sommes qui sont dues. Donc là, ça fait clairement allusion donc à l'évasion fiscale, hein, le fait que, et donc ça concerne les entreprises industrielles. Donc, qui pratiquent des prix de transfert pour réduire leurs bénéfices et donc les impôts qu'elles vont payer sur le bénéfice. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu des démarches qui sont liées à ce standard et qui se sont adressées donc à ces grandes sociétés? Et bon, alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire de bonnes pratiques, mais disons, est-ce qu'il y a eu des améliorations ou plus de transparence à ce niveau-là, au niveau des firmes multinationales? Alors sur ce sujet-là, quand même, l'initiative vraiment en pointe, c'est l'ITIE, mais une initiative avec laquelle on travaille de plus en plus, qui est intégrée dans notre standard. C'est-à-dire que sur cette question de paiement des taxes, on demande aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement de s'assurer que les entreprises productrices dans leur chaîne d'approvisionnement ont respecté la loi, pour commencer. Une des façons de faire ça, c'est d'inviter les entreprises à mettre en œuvre les standards de l'ITIE. Et un point intéressant pour répondre à votre question là-dessus, c'est que le LME a repris cette attente. Ce qui veut dire que les affineurs et fondeurs qui produisent des métaux négociés au LME vont devoir maintenant s'assurer que les entreprises minières dans leur chaîne d'approvisionnement respectent le cadre légal des pays producteurs. Comment ça va être fait, dans quelle mesure ça sera fait, etc., l'avenir le dira. On aura une attention particulière sur ces sujets-là. Par contre, ce que je souligne, c'est qu'effectivement, c'est une prise en compte de ces sujets-là qui maintenant se situe plus haut dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a 4-5 ans, vous auriez demandé à un affineur d'aluminium de s'intéresser à ces sujets-là, c'était surréaliste. Maintenant, on est dans un autre panorama, on est dans une autre dimension. La question n'est plus tellement disons que de manière générale, la question, c'est plus pourquoi est-ce que vous m'embêtez avec ça, c'est expliquez-moi comment je vais pouvoir y arriver. Et c'est quand même déjà une évolution profonde que nous, on voit tous les jours, parce qu'on parle tous les jours à des entreprises. Il n'y a encore pas si longtemps, la réaction première des entreprises, c'était « votre machin, c'est pour leurs Congolais ». Maintenant, ça a complètement disparu, cette réaction. Les gens ont bien compris que c'était une tendance de fond. Ça les embête, c'est normal que ça les embête parce que ça perturbe quand même les façons de faire de l'industrie, on ne va pas se mentir. L'industrie extractive n'est pas celle qui est la plus réputée pour sa transparence, mais disons que maintenant, les entreprises sont davantage en mode comment est-ce que je vais faire plutôt que comment est-ce que je peux faire pour empêcher que ça se fasse. Il y a encore des comportements comme ça, c'est certain, mais de manière générale, on est dans un dialogue qui est plus constructif, y compris sur cette question d'évasion fiscale. D'accord, très bien. Bien, je crois qu'on approche de la fin du séminaire. Moi qui ai encore une toute petite question, mais sinon, donc, je vais vous remercier tous les deux hein, pour vos interventions et votre présentation. Je remercie aussi tous ceux qui ont posé des questions, hein, qui ont alimenté le débat. On aura donc le lien de la vidéo qui sera sur le site web du GEMDEV, de même que le PowerPoint si vous en êtes toujours d'accord. Et puis, je voudrais maintenant passer la parole donc à Hubert Gérardin, qui est donc le président de l'association Tiers-Monde et le rédacteur en chef de
Monde en développement, et donc avec qui on co-organise en fait ces webinaires. Donc lui laisser le mot de la fin pour la conclusion. Voilà. Merci Claire. Donc effectivement, l'association Tiers-Monde rassemble un certain nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, beaucoup d'Africains, d'Afrique du Nord et d'Europe, majorité. Elle a été fondée en 1974 par François Pérou, et on est des chercheurs qui relèvent de disciplines assez différentes, hein, même s'il y a une dominante, disons, d'économistes. Donc on a déjà organisé un certain nombre de webinaires avec d'autres partenaires, et ce qui nous pousse à faire cela, bien sûr, c'est suite au Covid, puisque l'association Tiers-Monde organise chaque année un colloque assez important où il y a à peu près 150-200 chercheurs qui communiquent, hein, selon les années, en Europe, en France, ou en Europe ou dans un pays du Sud. Et les prochaines journées, par exemple, ça va être à Rennes en mai sur la croissance, développement et inégalité, donc sur les inégalités, et l'année prochaine à Brest sur mondialisation, développement et vulnérabilité des espaces maritimes et côtiers. Donc on va travailler plutôt sur tout ce qui concerne la mer au sens large. On organise également des workshops, en particulier en Afrique subsaharienne, depuis quelques années sur les politiques publiques. Et ces politiques publiques, donc on devait faire un workshop à Brazzaville l'an passé, qui va avoir lieu cette année normalement, peut-être en présentiel ou sinon en distanciel. On publie des ouvrages suite à ces manifestations, soit de type acte de colloque, soit des numéros, des dossiers dans Monde en développement, d'où la deuxième association, donc Monde en développement, qui publie la revue du même nom, et qui est donc axée complètement sur au niveau mondial, disons, sur tous les continents, y compris l'Europe, hein, qui a été aussi fondée par Pérou en 1973, donc on va bientôt faire le 50. Ces webinaires, ils sont importants pour nous parce que ça permet de maintenir le contact avec un certain nombre de membres et de sympathisants de l'association et de la revue. Et donc, je voulais remercier grandement le GEMDEV de nous avoir sollicité pour un partenariat sur cette manifestation d'aujourd'hui. Et depuis le début de l'année, on en fait à peu près un par mois. Et le prochain, donc, on l'organisera en avril sur la microfinance. Voilà. Les informations sur Monde en développement ou l'association Tiers-Monde se trouvent sur le site Monde en développement. Je voulais simplement dire il y a un an à peu près, donc le premier numéro de l'année 2020, on a publié un numéro donc déjà sur les minerais à l'initiative de Claire, Vincent et Audrey, donc qui était sur les nouvelles régulations minières, nouvelles trajectoires de développement. Et donc ce numéro il est accessible sur Kern, hein, sur le bouquet de revue Kern. Alors, on a une barrière sur 3 ans, mais ceux qui sont universitaires ont accès, généralement, leurs universités sont abonnés pour avoir accès à cette revue. Voilà, donc c'est le numéro 189 du 1er de 2020. Voilà, merci à tous pour votre participation et aux organisateurs en particulier. Voilà. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à nos intervenants, merci à tout le monde. Les intervenants, oui. Très bien.